Bon, alors si jamais on n'est pas assez didactique pour vous, surtout n'hésitez pas. Il y a quelques temps, l'UPP a été invité par le Salon de la photo pour faire une intervention à Sagrézy. Il y a du Larsen a été invité par le Salon de la photo pour faire des interventions qui soient vraiment dirigées vers les photographes professionnels, pour les photographes professionnels. Et cette année, nous avons la chance de recevoir Laure Bouvet, qui est acheteuse d'art et coach pour photographes, pour développer avec elle cette notion de droit d'auteur et en quoi le droit d'auteur est une vraie source de revenus pour le photographe, un vrai moyen de gagner sa vie en tant qu'auteur. On va parler tarifs, on va parler argent. Je sais que c'est un peu tabou dans le monde de la photo, mais c'est pas grave, on est qu'entre nous, donc on va pouvoir parler argent. Pour commencer directement, je vous pose la question, vous avez la photo sur ce magnifique écran. La photo n'est pas de moi, elle est de Julien Hay, un de nos adhérents. Et je vous pose la question, combien vous êtes prêts à acheter cette photo? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter 2 euros? Levez la main. Ah, il y a des gens qui sont prêts à acheter la photo 2 euros. Je vous invite à aller travailler dans la boutique juste là. A priori, c'est les tarifs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter cette photo 20 euros? Levez la main. Non, toujours personne n'est prêt à acheter la photo 20 euros? Tout dépend de l'usage. La réponse me va bien. 200 euros? Des gens seraient prêts à acheter la photo 200 euros? Non plus. C'est une vente aux enchères. Voilà, c'est ça. Je ne sais même pas quel est ce monsieur, je connais juste le nom du photographe. 2000 euros? Non, en fait, vous êtes tous en train de dormir. Voilà. Bon, alors maintenant que tout est acté, que vous êtes tous en train de dormir, je tiens à vous informer que cette photo, effectivement, vous pouvez la vendre. Vous pouvez trouver des gens pour l'acheter, que ce soit à 2 euros, à 20 euros, à 200 euros, 2000 euros, voire même 20 000 euros. C'est pas des chiffres que je sors complètement de mon chapeau. Déjà, vous avez des camarades à côté qui se permettent d'acheter des photos 2 euros à des photographes. Et vous avez aussi, on va sortir une marque, on peut se permettre, le Studio Harcourt qui vend une prestation de portrait haut de gamme qu'il facture 20 000 euros. Dans les deux cas, il s'agit d'une photo, d'un portrait, d'une personne. Pour autant, on a des écarts de tarifs qui sont juste formidables. Donc, pour revenir avec vous sur les différents moyens d'établir un tarif, on va chercher différentes méthodes pour savoir si on est plutôt à 2 ou à 2000 euros. Le premier point, ce sera de savoir à quel prix on va vendre. Le coût d'une photo, le prix à laquelle vous allez proposer à un client de l'acheter, va regrouper deux réalités. Les coûts de production, donc les honoraires de prestation, ce que vous allez globalement vendre, c'est votre temps passé en train de faire une photo au profit d'un client, la photo qui correspond aux besoins de votre client. Et la deuxième partie de ce coût, ça va être la cession de droit. Vous donnez au client le droit d'utiliser votre travail. Cette distinction, elle doit être comprise à la fois du photographe, qui est bien conscient qu'il a une rémunération qui correspond à son prix à la journée, à ce qu'il met en œuvre, et d'autre part, ça doit être compris de la part du client. Et à ce moment-là, je me tourne vers Laure en disant, et Laure, en tant qu'acheteuse d'art, qu'est-ce qu'il en pense, le client, de cette notion de cession de droit? Alors, en fait, la distinction, effectivement, elle est de plus en plus rare, parce que j'imagine que vous avez tous fait l'expérience de clients qui demandent un devis tout droit cédé. Tout droit cédé, ça veut en soi rien dire, sauf effectivement pour certaines structures. Tout droit cédé, ça veut dire quelque chose quand c'est vraiment dans un certain cadre, c'est-à-dire quand on précise le territoire, la durée, les supports. Donc ça, c'est déjà quelque chose à quoi il faut faire très attention. Je pense que c'est important de distinguer la partie honoraire de la partie droit dès le départ, parce que ça permet aux clients de bien comprendre que voilà, il y a une partie droit, et s'il y a une partie droit, ça veut dire que la photo n'est pas exploitable par le client ad vitam de la façon dont il veut. Tout droit cédé, ça peut vraiment donner l'impression au client qu'il peut faire n'importe quoi de la photo. Or, juridiquement, ça n'a aucune valeur parce qu'on ne peut pas céder la photo à un client
Voilà, on peut céder les droits, c'est-à-dire qu'on peut lui donner la possibilité de l'utiliser dans un certain contexte. Et donc cette distinction, elle est aussi importante parce qu'en année 2, par exemple, si les droits sont cédés pour 1 an, c'est important parce que une fois que cette période sera dépassée, ça donnera une base de négociation pour l'année suivante. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Attends, je me permets d'intervenir. Donc, tu es en train de m'expliquer que si je mets des honoraires de prestation, mettons, à 1 000 €, mais que je ne mets pas de droits cédés et que je cède mes droits pour 1 an, globalement, on arrivera, si jamais le client veut utiliser les images 1 an de plus, en année 2, on n'a aucun moyen de calculer ses droits. Simplement parce que la première fois, sur la facture du client, n'apparaissait que des honoraires de prestation. C'est bien ça? Alors, en fait, si en année 1, n'apparaît qu'un forfait honoraire droit, c'est bien ça ta question, ce sera très compliqué de se mettre d'accord avec le client sur, dans ce forfait, qu'est-ce qui relevait de la partie prestation et qu'est-ce qui relevait de la partie droit. Si on distingue les deux dès la première année, c'est beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur, voilà, mettons un forfait de 2 000 €, il y avait 1 000 € pour les honoraires, 1 000 € pour les droits, et du coup, en année 2, en général, en principe, la règle, c'est d'appliquer un pourcentage de 5% sur les droits de la première année. C'est-à-dire que voilà, ce sera en année 2, 1000, dans ce cas-là, 1000 plus 5%. D'accord, très bien. Alors, n'hésitez pas si c'est pas clair, hein, parce que... Vous avez le droit de lever la main, de poser des questions, mais sinon, il y aura vraiment un espace questions dédié à la fin. Oui, dites-moi. Bonjour, je ne sais pas du tout si ma question est prématurée et si vous avez pensé l'aborder. J'ai eu un devis envoyé à un client donc, professionnel. Donc moi, sur mon devis, j'avais bien fait apparaître mon coût de production plus ma cession de droit. Et la réponse de mon client a été écoutez, on ne vous a pas choisi parce qu'on a choisi un photographe qui nous offrait totalement les photos libres de droit. Et moi, j'ai rien su répondre et je voulais savoir si vous abordez, on va dire, des outils pour nous aider à répondre à ce genre de réponse qui nous laisse en plan, quoi. Alors, merci pour la question. Évidemment, c'est une question fondamentale. Quand j'ai commencé mon métier d'acheteuse d'art il y a plus de 10 ans, on abordait... Voilà, la question ne se posait pas, en fait. C'est-à-dire que c'était une évidence pour le client qu'il y avait une partie droit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Ça vient de... voilà, on en parlait tout à l'heure, ça vient de certaines structures qui proposent effectivement des photos tout droit cédées. C'est quelque chose qui juridiquement n'a vraiment aucune valeur. Mais ça vient des photothèques américaines avec ce concept de libre de droit qui permet à l'acheteur de la photo de l'utiliser comme, vraiment comme il le souhaite, aussi longtemps qu'il le souhaite, quels que soient les supports. Du coup... Alors, si vous voulez bien, on va en parler vraiment. Comment répondre à un client en fonction du retour d'un devis, on en parlera à la fin. Pour l'instant, on va déjà commencer par établir un tarif. Normalement, vous êtes tous venus là pour savoir comment on parle sous et comment on établit un montant. Mais Sandra, si tu permets, je veux juste répondre à cette question parce que c'est important. Je pense que la bonne réponse à avoir face à ce type de client qui, effectivement, prétend qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus de place pour les photographes qui réclament des droits, en gros. Je pense que la bonne réponse, c'est pas de lui dire, c'est pas de rester arc-bouté sur sa position, mais c'est d'essayer de l'amener, de lui faire comprendre que si c'est pas légal, en fait, c'est problématique autant pour lui que pour vous. C'est-à-dire que si c'est pas légal, le client n'a en fait aucune autorisation, n'a pas le droit d'exploiter cette photo. Donc il s'agit d'essayer de comprendre quelle sera l'utilisation qui sera faite pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais vraiment, c'est vraiment de l'amener à lui faire comprendre que c'est pas terrible pour lui non plus. Voilà. Normalement, les entreprises professionnelles, le risque juridique, c'est un truc qu'elles n'aiment pas du tout. Donc une fois que vous leur avez bien fait comprendre qu'il y a un risque et que c'est elles qui le courraient, pas spécialement vous,
normalement, elles ajustent leur discours. Alors, pour établir son tarif, vous l'avez vu à la magnifique couleur rouge de ma veste, je peux vous proposer les barèmes de l'UPP. L'UPP, c'est l'Union des photographes professionnels. On a des barèmes qu'on diffuse gratuitement à nos membres. On a les mêmes barèmes qui sont possibles aussi d'acheter sur notre boutique en ligne, où je pense que c'est possible de les acheter sur le stand, qui permettent à chacun, qu'il soit photographe professionnel ou photographe amateur, chaque personne qui souhaite facturer un tarif juste, qui peuvent se baser dessus. Mais très régulièrement, on a des photographes qui appellent l'UPP en disant « Ok, les barèmes c'est bien, mais les barèmes ça correspond à des usages qui sont très précisément normés. C'est pour la couverture d'un document, et ce document il est tiré à 2000 exemplaires par exemple. » Quand on n'est pas dans des usages qui sont aussi clairement catégorisés, ce qui est souvent le cas de clients, notamment quand ce sont des petites et moyennes entreprises, à ce moment-là, les photographes se retrouvent un petit peu démunis en disant « mais comment j'établis mon tarif ?» Donc on ne peut pas vous proposer des barèmes pour les prix de production, pour les honoraires de prestation. Il y a une raison à ça, ça reviendrait à faire une entente sur les tarifs, ce serait illégal. On a la direction de la concurrence qui nous taperait dessus en disant « non, non, vous ne pouvez pas tous vous mettre d'accord pour faire les mêmes tarifs ». Donc chacun est libre de pratiquer les tarifs qu'il veut, y compris de vendre ou d'acheter une prestation photo à 30 € alors que ça représente 1 heure de travail. Je ne vise personne ici, mais ils sont juste par là-bas. Voilà. Maintenant, les barèmes de la photo, eh ben, peut-être que tu vas pouvoir nous en parler, toi, de ton point de vue d'acheteur. À quoi ça sert ? Alors, les barèmes de l'UPP, ils ont cet avantage d'établir des rapports de proportionnalité entre les différents supports. Je ne sais pas si je suis claire, mais ça permet de comprendre, par exemple, quelle est la valeur du support presse par rapport au support affichage, par rapport au support édition, quelles sont les différences de coûts entre ces différents supports. Pour moi, ils ont une vraie utilité par rapport à ça, parce que souvent les photographes sont démunis et ne savent pas comment valoriser l'utilisation sur point de vente ou presse, ou je ne sais pas si c'est l'expérience que vous avez, mais voilà, c'est compliqué d'établir les différences de valeur entre les différents supports. Après, ces barèmes, ils sont évidemment adaptables, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'adapter un tout petit peu au budget du client. Ces barèmes ont été établis il y a combien de temps ? Ils sont remis à jour régulièrement, mais je crois que l'édition qu'on a là doit déjà avoir 2 ou 3 ans. Ouais. Je vais vous ôter les mots de la bouche parce que très vite. Ouais. Certaines personnes seront capables dans la salle de me dire oui, mais les barèmes de l'UPP c'est complètement inapplicable. Donc on se retrouve à la fois avec des photographes, souvent des photographes débutants, des photographes jeunes qui me disent non mais les barèmes de l'UPP sont beaucoup trop chers. Et inversement, on se retrouve aussi avec des photographes qui sont plus expérimentés. Alors attention, plus expérimentés, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont 30 ans de carrière et une expertise de folie, qui me disent mais les barèmes de l'UPP, ils sont vraiment, vraiment trop faibles, il faut les augmenter. Donc les barèmes de l'UPP, il faut vraiment les envisager comme étant un outil de travail, ce sur quoi tu revenais en disant par exemple, ça permet de donner un ordre de grandeur sur un usage web vis-à-vis d'un usage presse, vis-à-vis d'un affichage, en fonction des différents formats d'affiches ou ce genre de choses. Comme leur nom l'indique, ce sont des barèmes indicatifs. Donc vous vous basez dessus pour établir vos propres tarifs. Si vous n'avez vraiment pas d'idée de tarif, vous pouvez appliquer les barèmes de l'UPP tels quels. Et avec le temps, avec l'expérience, vous apprenez à mieux les appliquer. Maintenant, on va sortir du principe de cet outil que sont les barèmes et on va réfléchir en termes de tarifs de prestation. Il y a une première... Sandra, si tu permets, je veux juste faire une petite remarque. Mais je ne vais pas te faire prendre trop de retard. Non, mais juste, c'est important ces questions de droit d'auteur, c'est important ces questions de barème, parce que les photographes ont perdu ces 10 dernières années une grosse partie de leur chiffre d'affaires, en grande partie parce qu'ils ont renoncé au droit d'auteur. Et c'est important de tenir bon là-dessus, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est même plus important que la partie prestation, dans le sens où c'est aussi ce qui va assurer votre rémunération sur les années suivantes. La partie prestation, une fois qu'elle est réglée, la partie droit, si la photo est réutilisée,
plus que le périmètre de départ, effectivement, voilà, vous toucherez des droits en plus. Donc voilà, je vous conseille en tout cas de vraiment pas lâcher là-dessus. Vous aviez un adhérent de l'UPP, Patrick Dion, qui n'est pas ici, qui avait l'habitude de parler de l'effet deuxième rideau en disant une bonne photo, en fait vous la vendez une première fois, vous vendez sa prestation, vous vendez des droits, mais comme vous êtes vraiment bon, le client voit que la photo est vraiment belle et du coup il va vous acheter plus de droits. Il avait prévu juste d'en faire un verso de carte de visite, mais finalement il en fera la couverture de son rapport annuel d'activité ou ce genre de choses. Donc le droit d'auteur vous permet ça, c'est-à-dire que comme vous vendez la photo uniquement pour un usage, si le client trouve que la photo est vraiment chouette, il va la racheter pour d'autres usages aussi. Et une même photo peut être vendue à un nombre quasi infini de fois, au même client ou à plusieurs clients. Dans tous les cas, comme les frais de production de cette photo auront déjà été rémunérés, je ne vais pas dire que c'est du bonus, ça revient quand même à vendre votre travail d'auteur, vos droits d'auteur. Mais c'est de l'argent qui vous tombe relativement facilement. Donc gardez à l'idée que ce droit d'auteur est quelque chose qui vous apporte vraiment une plus-value en tant que professionnel. Si tu me permets de continuer, on va parler des 3 grands outils qui permettent de calculer un tarif photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces grands outils ne sont absolument pas propres au monde de la photo. C'est des choses qui sont très génériques, qui sont propres au marketing, pour acheter un bouquet de fleurs ou pour acheter, je ne sais pas, des vacances à la montagne, ce sera bientôt le cas. Vous avez exactement les mêmes outils que vous pouvez utiliser. Avant de partir sur du calcul, il faut toujours demander au client, 2 choses et on va voir si Laure a bien suivi. Alors qu'est-ce qu'on demande au client? Je pense que c'est important de lui demander son... Non, personne n'a vu qu'elle a triché. C'est important de lui demander s'il a une enveloppe. Parce que sans enveloppe, ça va être très compliqué pour vous de donner un premier prix. Alors, le client ne vous donnera pas toujours son enveloppe. Il ne sera peut-être pas forcément toujours très honnête là-dessus, mais ça vous donne une première idée. Donc c'est important quand même de lui demander s'il a quelque chose en tête. Et dans tous les cas, si on vous interroge sur un devis, c'est vraiment fondamental de prendre le temps de la réflexion, de ne pas répondre à l'oral et de répondre à l'écrit. Aucun client n'a besoin d'un tarif à la minute. Voilà, tout client peut attendre. Surtout que ça peut créer quelques imbroglios, c'est-à-dire que ce qu'il vous a demandé de façon verbale, vous ne l'avez pas forcément bien compris ou lui s'en rappelle pas exactement. Et par contre, il va bien se souvenir du chiffre, ce qui peut après créer quelques différends commerciaux. Donc, règle numéro 1, on demande au client son enveloppe. Parfois il répond, parfois il répond pas. Quand il répond, en général, il la sous-évalue. Faut être honnête là-dessus. Mais c'est un moyen de savoir un petit peu sur quel pied danser. Et règle numéro 2, on répond toujours par écrit. On prend le temps de la réflexion, il n'y a jamais mort d'homme. Donc on prend 24 heures, 48 heures. S'il faut une semaine, il faut une semaine. Et on fait un retour par écrit. Je me permets d'ajouter un truc. C'est important aussi d'élucider toutes les zones d'ombre. C'est-à-dire que le client va vous faire une demande. La plupart du temps, cette demande, elle peut être interprétée de plein de façons différentes. C'est-à-dire que je veux 10 photos en extérieur. Voilà, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il faut vraiment essayer d'avoir, dans le cas de la publicité, des maquettes, d'essayer de comprendre vraiment ce dont il a besoin, de vous mettre d'accord sur les formats, horizontal, vertical, quand c'est de la publicité par exemple. Mais c'est le cas aussi pour de la presse. Voilà. Et puis quand le client vous parle de post-production incluse, pareil, post-production, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, est-ce qu'on parle de juste la retouche? Est-ce qu'on parle d'autre chose? Est-ce qu'on parle de retouche jusqu'à ce qu'il soit satisfait? Est-ce qu'on parle de... Voilà, donc tout ça, c'est super important. Donc, par exemple, c'est des petites astuces, mais préciser retouche, un aller-retour inclus, c'est quelque chose qui peut vous préserver de bien des soucis. Ok, donc on passe sur le premier outil. Le premier outil, alors je sais qu'il y a des gens ici qui me font un petit peu la gueule pour ça, parce que je donne le nom de ce document en anglais. C'est le Cost of Doing Business. J'aimerais bien vous le donner en français, mais il n'y a pas vraiment de formulation tip-top. En fait, c'est un calculateur de coût du travail. Concrètement, en tant que photographe amateur, vous allez mettre de l'argent dans votre passion. Vous mettez plus ou moins d'argent en fonction de ce que vous avez, et vous n'avez aucun besoin d'avoir un retour sur investissement vis-à-vis de cet argent. C'est votre passion, c'est normal.
Moi, j'aime bien le tir à l'arc, je mets de l'argent là-dessus, ça ne me rapporte rien. Bon, voilà. En tant que photographe professionnel, on rentre dans un prisme qui est différent. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement une passion, un métier cool, c'est aussi ma source de revenus. Pour que ce soit ma source de revenus, eh bien, il va commencer par falloir payer pour produire. On va avoir un certain nombre de frais. Donc sur ce document qui est disponible sur le site de l'UPP, on va lister les différents frais. On a toute une catégorie de frais qui sont les frais locaux. Est-ce que vous allez avoir un bureau dans un coworking? Est-ce que vous allez avoir un studio à vous? Dans ces cas-là, il va falloir prévoir le loyer. Il va falloir prévoir les charges, la téléphonie, ce genre de choses. Vous aurez des frais de déplacement, des frais de communication. On a des frais professionnels divers. Ça va être, par exemple, votre cotisation à une association, une organisation professionnelle. J'en connais une pas mal. Non, en fait, notre stand, il est là-bas. Voilà. Sinon, vous pouvez nous trouver sur upp.photo. Je suis désolée, je suis obligée, ça fait partie du contrat moral avec l'association. On a l'obligation en tant que photographe d'investir dans du matériel. Je vous rappelle qu'on est au salon de la photo, là où on nous explique chaque année qu'il faut absolument remplacer son boîtier photo par le dernier cri et la dernière optique. Et forcément, tout ça, ça coûte des sous. En plus de ça, en tant que professionnel, on est tenu à avoir un certain nombre d'assurances. Il y en a qui sont obligatoires, il y en a qui sont franchement recommandées. On va aller chercher de l'expertise. Tantôt, ça va être l'expertise d'un cabinet comptable, d'un avocat ou ce genre de choses. Et en tant que professionnel, vous êtes limité à un certain nombre de jours de travail par an. Alors, je sais qu'on se dirait tous qu'une année, c'est 365 jours. Potentiellement, on est jeune, on y croit, on peut éclater ses week-ends parce que de toute façon, c'est le début et qu'il faut bien se lancer. Donc, on pourrait travailler 365 jours. Dites-vous bien que les jours que vous pouvez travailler, c'est des jours passés en face du client. Pour une journée passée en face du client, vous allez passer une journée avant à l'avoir au téléphone, à faire les reconnaissances du lieu, à préparer, on va dire, quelque chose qui ressemble à de l'organisation et de la direction artistique. Et ensuite, vous aurez 1 ou 2 jours après à post-traiter les photos, à les envoyer au client, à faire la facture, à envoyer la facture, à s'assurer de bien recevoir le paiement. Donc, on ne peut pas travailler 365 jours par an. Dans l'ordre d'idée, là sur le formulaire, on vous a mis 45 jours de travail par an. C'est ces 45 jours que vous réussirez à passer en face d'un client. Donc pour ça, il faut à la fois avoir des clients qui soient prêts à vous commander des jours de travail et vous allez avoir au moins 2-3 jours en plus de travail qui sera lié, mais qui ne sera pas payé par le client parce qu'il est invisible pour lui. Donc le cost of doing business, il consiste à prendre d'un côté tous les frais et charges qui sont liées à votre activité professionnelle. De l'autre côté, le nombre de jours de travail que vous allez pouvoir travailler dans une année, en vous disant bien de faire attention. Un photographe en début d'activité, 45 jours, c'est déjà pas mal. Si vous réussissez à passer à 60 jours, c'est bien, mais rêvez pas trop sur le nombre de jours. Vous choisissez le montant de votre rémunération personnelle annuelle, parce qu'on est d'accord, photographe professionnel, ça veut dire que vous faites bouillir vos pattes avec l'argent de la photo. Donc pour ça, il faut gagner de l'argent de la photo. On additionne les dépenses et la rémunération que vous voulez avoir, on le divise par le nombre de jours et on arrive à un tarif minimum d'une journée de travail. Dans le cas de la démonstration, donc on a à peu près 21 000 € de dépenses par an. Le photographe souhaite gagner 24 000 € par an, donc ça correspond à une rémunération de 2 000 € par mois. Il envisage de travailler 45 jours. Je divise tout ça, ça me fait un tarif minimum d'une journée de travail à 997 €. Vous avez la raison pour laquelle l'UPP, mais toutes les écoles de photo et toutes les associations qui œuvrent pour le bien des photographes vous diront tous, ne facturez jamais en dessous de 1 000 € la journée. En dessous de 1 000 € la journée, ce sera très 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 difficile d'atteindre une rentabilité. Voilà. On peut se retrouver dans le cas du cost of doing business, donc il s'agit d'un formulaire dans lequel vous rentrez les chiffres qui vous correspondent. On peut se retrouver avec un coût à la journée qui vous semble trop élevé. Dans ce cas-là, on n'a pas 26 000 solutions. Ce n'est pas possible de faire une activité professionnelle et de facturer en dessous de son cost of doing business. Donc il vous reste 3 moyens de modifier ce cost of doing business. Ou bien vous baissez vos charges. Vous avez prévu de remplacer votre matériel photo tous les 2 ans. Bah finalement, si vous le remplacez tous les 4 ans, matériellement parlant, ça va diminuer votre poste investissement en matériel photo. Vous pouvez augmenter votre volume de travail, mais pour ça, il faut quand même avoir des clients qui soient prêts
à vous passer des commandes pour ce volume de travail. Et enfin, le troisième point, ça va être de diminuer votre rémunération. Le photographe avait pour objectif de gagner 2 000 € par mois, mais peut-être que s'il ne gagne que 1 000 € par mois, ce sera plus facile d'atteindre le montant de son cost of doing business. Donc ça, c'est le premier outil, c'est le plus mathématique, le plus pénible pour les photographes qui en général sont plutôt des auteurs, des créatifs, des choses en disant ouais, attends, je ne vais pas prendre une calculette. Prenez le temps de prendre une calculette et de mettre bout à bout tous les frais. On n'imagine pas à quel point la photo est un loisir de riche. Voilà. Donc il faut payer pour avoir les moyens de faire un travail de photographe professionnel. Mais on va pouvoir partir sur des choses qui matchent un petit peu plus avec votre tempérament de photographe artiste. Et on arrive à l'outil numéro 2. L'outil numéro 2, je vous pose la question parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui dormaient un petit peu. D'après vous, quelle est la valeur de cette photo ? Cette photo, c'est un gamin qui pleure. Bon, elle a les... Ah, 2 €. A priori, il y en a qui veulent vraiment acheter les photos 2 €. Hein. Non, mais ils sont juste à côté. Hein. Ils seront ravis de vous accueillir. Cette photo, c'est un gamin qui pleure. Si elle illustre un article de site web, genre le Huffington Post ou ce genre de choses, à votre avis, combien va-t-on l'acheter ? Combien êtes-vous prêt à l'acheter ? 1 500 € pour illustrer le Huffington Post sur un article web. Bon, bah alors je suis vraiment désolée, mais en fait, dans la presse web, dans le meilleur des cas, quand ils ont 1 €, quand l'iconographe a 1 € pour illustrer son article, c'est tout le bout. Donc si vous comptiez faire un business model sur la vente d'images aux articles de sites web en ligne, il va falloir en vendre un sacré paquet. Maintenant, cette photo, en vrai, elle vient pas du Huffington Post, elle vient d'une campagne de collecte de dons qui avait été organisée par Médecins du Monde. Et à votre avis, cette même photo, si on la placarde dans les couloirs du métro, si on la met dans les magazines, de la presse magazine, juste avant Noël, là, au moment où les gens se posent la question s'ils vont pas faire... Oh, quand même, on pourrait faire un don en fin d'année, ça nous donne bonne conscience juste avant d'aller manger de la pintade. À votre avis, quel serait le montant de cette photo qui va permettre de lever des dons pour Médecins du Monde, qui va permettre d'avoir une vraie rentabilité en termes d'argent qui tombe au sein de l'entreprise? Toujours pas de proposition? 5 000. Ben on va poser la question alors, Laure, acheter une photo comme ça pour une campagne de pub un petit peu dense et qui représente quand même des vrais enjeux pour une association, on la vend combien? Alors, il se trouve qu'en général, les associations se débrouillent pour... Parce qu'il y a toujours des photographes qui se disent qu'ils font une bonne action quand ils font ça. Et en fait, ils oublient un petit peu de dire que ils font une bonne action, mais ils font surtout un énorme cadeau à l'association. Ouais. Enfin, en général, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour les associations. Maintenant, si cette photo servait à vendre, je sais pas moi, des articles pour enfants, des jouets, voilà. L'enfant qui n'a pas eu son jouet et qui n'est pas content. Ça pourrait, ça pourrait monter très très loin. Ça dépend des supports évidemment, mais ça peut monter à 20, 25 000. En tout cas, j'ai déjà vu ce type de cas de figure. Bon, alors, on n'a pas les détails particuliers. Cette campagne de pub, elle avait été organisée par DDB. Mais par contre, c'est pas compliqué. En fait, DDB, on sait très bien que les appels d'offres auxquels ils répondent, c'est forcément au-dessus de 100 000 €. Donc, quand bien même on dirait que l'auteur n'est pas très doué dans sa façon de facturer, il réussira quand même à obtenir 10% du montant de l'enveloppe totale, ce qui fait quand même au bas mot 10 000 balles. Voilà. Donc la même photo, 1 € quand elle illustre la page du Huffington Post et potentiellement 10 000 € quand il s'agit pour Médecins du Monde de récupérer des sous de dons en fin d'année. Pourquoi je vous parlais de cette photo? Parce que le deuxième outil qui va vous permettre d'établir votre tarif, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle n'est pas propre réellement à votre photo, elle n'est pas propre réellement à vous, ou alors elle est en fait un peu propre aux deux. La valeur ajoutée, c'est ce que va représenter votre photo pour un client. Personne n'est prêt à payer pour une photo. On a tous des téléphones portables, on peut tous faire des photos, clic-clac, Kodak. Donc si le but c'est juste d'avoir une image, on n'a pas besoin d'un photographe pour ça. Par contre, potentiellement, un client peut avoir besoin de ce qu'une image, une belle image faite par un professionnel, va lui apporter. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu estimes
plutôt dans la partie agent et coach de ton travail, comment tu estimes la valeur ajoutée d'une image pour un client? Il y a des trucs, il y a des... Non, honnêtement, c'est très difficile à estimer, ça dépend de chaque marque, mais après, c'est vraiment... Un client va être prêt à payer cher une photo quand cette photo lui fait gagner beaucoup d'argent, très concrètement. Donc, ça m'est arrivé de produire des campagnes avec des photographes, une campagne en particulier d'une banque d'images de 40 images. La photographe avait eu la bonne idée de ne pas renoncer à ses droits. Et il se trouve que c'était pour Grand Optical. Et il se trouve que ces photos, on les a vues en vitrine sur une durée de 5-6 ans pour 40 images, facturées 1000-1500 par visuel. C'était effectivement une bonne idée de ne pas renoncer à ses droits. Tout simplement parce que la marque a renouvelé, tout simplement parce que ces images ont fait vendre beaucoup de lunettes. Bon, très bien. Alors, comment on estime la valeur ajoutée? Globalement, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est ce que ça va apporter au client, et notamment d'un point de vue argent. Au-delà de ça, on peut se poser la question de la personne avec qui vous êtes en interface. Qu'est-ce que ça va représenter pour votre interlocuteur? Vous avez des acheteurs d'art, vous avez des directeurs de la communication sur lesquels l'entreprise va s'appuyer énormément, par exemple, parce qu'ils sont en train de complètement repenser la marque de leur entreprise. Et à ce moment-là, le poids de cette image, du choix de la bonne image pour leur campagne, va avoir un sens qui sera beaucoup plus important si potentiellement ça permet à un obscur sous-directeur de la communication de passer directeur de la communication. Là où la personne qui est déjà directeur de la communication et qui est à 6 mois de la retraite, en fait, il y a quand même de grandes chances pour qu'elle ne joue pas sa carrière sur cette campagne, et donc les enjeux vont être moindres pour elle. Il faut réfléchir en termes d'enjeux à la fois à l'échelle macro vis-à-vis de la marque, vis-à-vis de ses ventes. Il faut aussi réfléchir en termes de communication. La communication, la publicité, c'est d'abord quelque chose qui vous coûte de l'argent avant d'en rapporter, mais ça vous rapporte une image de marque. Donc il faut réussir à quantifier, quand un client vous achète une image, ce qu'elle va lui apporter. Est-ce que c'est de l'argent directement parce que ça va booster ses ventes? Est-ce que c'est une image de marque qui va lui permettre à terme d'augmenter ses ventes ou d'augmenter ses prix? Votre interlocuteur, est-ce que finalement il joue une part de sa carrière, de son avancement de cette façon? Donc la valeur ajoutée, c'est à vous de la déterminer. Pour ça, le mieux, c'est encore d'écouter son client. Je vais pas te dire que effectivement, en général, quand on va dans ces réunions, il faut d'abord poser des questions, mais surtout, il faut écouter les gens. Les gens ont plein de choses à vous dire. Et effectivement, c'est fondamental. Le client n'est pas toujours du mauvais côté. Voilà, il n'y a pas d'un côté les photographes qui ont du mal à gagner leur vie, et de l'autre les clients qui exploitent les photographes. J'ai vu tout type de cas de figure, et notamment un client qui avait pris le risque de faire travailler un photographe qui sortait un peu de l'ordinaire. C'était pour une marque de produits de beauté bio. Et voilà, c'était pas un photographe de beauté classique, et c'était une prise de risque pour ce client de faire travailler ce photographe. D'autant plus risqué qu'on est parti en shooting sans maquette. Et voilà, l'agence de pub, le photographe, tout le monde a passé un très bon moment parce que c'était créativement parlant une expérience formidable. Et on était tous convaincus qu'on allait dans le bon sens. Et il se trouve que le fameux directeur de la communication s'est fait licencier à la fin du shoot parce que malheureusement, c'était un peu trop osé. Et voilà, et c'est important aussi de comprendre que parfois les clients ont une forte pression, que c'est important de se mettre à leur place, d'essayer de comprendre quel est le but du shoot pour eux, quel est le but pour la marque, et être vraiment aussi dans l'empathie vis-à-vis du client, d'essayer de comprendre ses problématiques. Bon, donc on parle avec le client, ok, voilà pour notre outil numéro 2. On va arriver, et en plus ça me fait super plaisir parce qu'il est dans la salle et il s'y attend pas. Donc on va arriver à l'outil numéro 3. Ah, attendez, il faut que je prenne la bonne. Et je vous présente des belles photos qui ont été réalisées par Michel Blondeau, qui a la veste bleue là-bas et qui est cachée. Voilà. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à acheter une montre de luxe à 100 €? Michel, est-ce que tu es prêt à acheter une montre de luxe à 100 €?
Ah, Michel dit bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle? Je vous propose d'acheter ma montre à 100 euros. Qui l'achète? C'est une montre de luxe, mettons, je sais pas, une Rolex, j'en sais rien. Il y a personne pour acheter ma montre? Bon alors, je note que toutes les personnes qui lèvent la main sont des personnes qui me connaissent et qui s'imaginent que je suis honnête. Alors, faut pas trop croire au Père Noël, je sais que c'est bientôt, mais voilà. Pourquoi vous n'allez pas acheter une montre qu'on vous présente comme étant une Rolex si vous l'achetez à 100 euros? Parce que ce serait une fausse, a priori toute l'Assemblée est d'accord. Donc on est bien d'accord qu'il y a lié à l'image de marque, à la notion de luxe, une notion de tarif. Maintenant posez-vous la question, un shooting portrait à 20 euros, il véhicule quoi selon vous? Bah, un petit peu comme une Rolex à 100 balles. Voilà, une escroquerie. Ceci étant, ça existe, voilà. Mais l'image qui est liée à ce shooting, et notamment, ça n'a rien à voir avec le talent du photographe ou avec la qualité de son travail, mais le simple fait de vous dire il s'agit d'un shooting qui est vendu 20 euros, ça doit tout de suite mettre la puce à l'oreille à la personne qui va acheter en disant attendez, la valeur de cette prestation que j'achète, c'est 20 balles. Ok, j'en aurai pour 20 balles. Inversement, si je vous dis, on va faire un shooting portrait, c'est 20 000 euros. Quelle est l'image que vous allez accrocher avec ce shooting portrait? Bah, finalement, c'est un peu la même image que quand on achète une Rolex en boutique et qu'on la paye le vrai prix, qui n'est malheureusement pas 100 euros, sinon on aurait tous une Rolex au poignet. Donc un shooting à 20 000 euros, vous véhiculez, en même temps que vous donnez votre tarif, vous véhiculez une image de luxe, vous véhiculez quelque chose d'assez exceptionnel. Posez-vous la question, quand vous allez dans les boutiques de luxe, alors je sais qu'on est plein de photographes à ne pas faire du luxe, et c'est très bien comme ça, parce que voilà, il faut avoir les moyens pour faire du luxe. Quand vous allez dans une boutique de luxe, vous ne vous posez pas la question si la vendeuse, elle va vous mettre un écrin avec votre montre ou avec votre bijou. Vous ne vous posez pas la question si l'écrin, elle va faire une belle boîte, un beau paquet, elle va le mettre dans le petit sac et elle va vous accompagner jusqu'à la porte avec votre petit sac et elle va vous ouvrir la porte. Vous vous posez la question quand vous allez au manège à bijoux et que vous achetez une montre et qu'en fait c'est pour offrir en disant dites, vous pouvez me faire un paquet cadeau parce que vous avez peur que ce soit pas assez bien. Donc à un moment, dans la tête du client, vous avez cette notion que si le tarif est cher, il s'agit d'une prestation de haute qualité et alors le photographe a pensé à tout. Inversement, s'il s'agit d'une prestation low cost, alors il s'agit d'une prestation à qui va manquer des choses, ça va être du travail un peu plus à la chaîne et donc ça correspond à deux images de marque qui sont très différentes. Oui, Sandra, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est fondamental parce que souvent quand on est interrogé, quand on est photographe, voilà, un client nous appelle, nous dit bah voilà, j'ai pensé à vous pour ce travail. Il se trouve que j'ai, je sais pas, 500 tout inclus. Est-ce que vous prenez voilà, quand on est photographe, qu'on débute ou voilà, ou qu'on ne travaille pas suffisamment, on est vraiment tenté d'accepter en se disant bon bah il vaut mieux travailler pour pas très cher que pas travailler du tout. Et ça aide à remplir le frigo. Mais à terme, est-ce que ça ne dessert pas l'image de marque du photographe? Alors, ça dessert complètement l'image de marque du photographe. Et ce qui est fou, c'est que le photographe se dit toujours « Ok, mais bon, pour 500 euros, il ne va pas s'attendre à un truc... Voilà, pour 500 euros, je vais faire ce que je peux. » Mais pour le client, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pour le client, il a payé une prestation, il a payé un photographe. Donc, quel que soit le tarif qu'il paye, il attend un résultat et pas n'importe quel résultat. Et j'ai souvent remarqué que c'est vraiment dans les shoots les moins bien payés que les photographes sont le plus maltraités. C'est vraiment les photographes qui acceptent des plus bas tarifs qui sont le plus exploités. Parce que le client se dit au fond de lui, bon, bah, s'il a accepté ça, c'est qu'il ne bosse pas suffisamment. Donc finalement, il a presque de la chance que j'ai pensé à lui. Donc je vais pouvoir lui demander un peu tout et n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la photographie de mariage. Vous avez des photographes de mariage qui vous expliqueront qu'en fait,
en bradant une photographie de mariage, une prestation de photographie mariage, on se retrouve facilement avec l'oncle de la mariée qui vient derrière l'épaule en disant t'oublieras pas de prendre telle photo, oui, alors ça serait bien de faire la photo de groupe comme ci, comme ça. Et oh mec, je suis photographe, c'est mon métier, je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de toi au-dessus de mon épaule à me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Les mariés qui ont payé une prestation de mariage à 20 000 €, vous n'avez aucun tonton qui viendra par-dessus votre épaule pour vous demander si vous avez bien pris les photos. On suppose qu'au tarif où vous serez payé, bien sûr que les mariés ont énormément d'attentes vis-à-vis de vous, mais ils savent que vous vous montrerez à la hauteur de ces attentes. Donc un prix, c'est aussi une qualité, c'est une valeur. Un prix, ça va correspondre à une expertise, ça peut correspondre aussi à une expérience, effectivement. Vous êtes un photographe qui est plus expérimenté, donc vous allez avoir des tarifs plus chers qu'un photographe débutant, mais ça peut aussi être quelque chose qui correspond à la rigueur que vous allez mettre dans votre travail. Et ça, c'est pas une question ni d'expertise, ni d'âge. Vous pouvez être un photographe vraiment professionnel jusqu'au bout des ongles qui va travailler le moindre détail. Vous savez que le moindre shooting photo, même un shooting de patch shot, va vous prendre plusieurs heures. Il est normal dans ces conditions-là que votre tarif soit élevé. Là où, inversement, la personne qui fait de la photo pack shot en mettant simplement son objet à l'intérieur d'une petite boîte à lumière, clic-clac, Kodak qui passe 5 minutes, et bien forcément on n'est pas dans les mêmes tarifs parce qu'on n'est pas dans la même qualité, on n'envisage pas la même chose derrière la prestation. Donc il faut bien garder à l'esprit que le tarif qu'on va donner l'indication au client de la qualité de la prestation qui sera fournie, de la qualité de votre travail. Bon, ben, maintenant qu'on a 3 méthodes, on va pouvoir établir le bon prix. Le bon prix d'une photo, c'est quoi? C'est l'interface des 3 outils que je vous ai donnés. Ça ne sera jamais en dessous du cost of doing business parce que sinon vous perdez de l'argent. Vous n'êtes plus photographe professionnel, vous êtes photographe amateur. Vous dépensez de l'argent pour faire des photos, ça vous plaît. Ensuite, vous allez tenir compte de la valeur ajoutée de votre travail pour le client. Vous avez pris le temps de le rencontrer, de discuter avec lui, d'aller voir sur Internet un petit peu ce qu'il faisait, quels étaient les enjeux de cette photo, de cette image pour lui. Donc ça vous donne une idée de la valeur ajoutée de ce que votre image va apporter pour lui. Et enfin, le 3e point, vous allez tenir compte de l'image de marque que vous avez envie de véhiculer. Avec ces 3 éléments, ou potentiellement vous arrivez sur 3 chiffres différents, et bien vous vous mettez un peu à l'interface de ça et vous allez établir un tarif. Maintenant, on a établi un tarif. Qu'est-ce qu'on fait? On le présente au client? Alors comment on le présente au client? Alors, on le présente au client, évidemment, donc on en a déjà parlé par écrit. On fait un devis et toujours le plus détaillé possible. C'est-à-dire que si le client, lui, n'est pas précis dans sa demande, vous, il faut que vous soyez encore plus précis dans votre devis. C'est votre devis qui va faire foi, qui va servir d'un peu de contrat. Donc, voilà, à vous de préciser le nombre d'images, éventuellement, qu'est-ce qu'on entend par journée de travail, combien d'heures ça représente. Voilà, on en parlait, la retouche, qu'est-ce que ça veut dire la retouche? Est-ce qu'il s'agit d'un simple nettoyage, d'un travail sur la chromie ou est-ce qu'il s'agit d'une vraie retouche créative? Voilà, être vraiment le plus précis possible. Après, une fois qu'on a envoyé le devis, et là, juste à l'étape du devis, moi je vous dirais d'essayer de dépasser la peur de ne pas travailler en fait, d'essayer de dépasser cette peur. Parce que vous avez en face de vous souvent des acheteurs dont c'est le métier de négocier et qui vont vous expliquer que voilà, en dessous de ce tarif-là, c'est inimaginable, ça ne les intéresse pas. Donc à vous aussi de pas craquer tout de suite en disant bon j'ai demandé 3 000 €, mais finalement 500, ça ira très bien. C'est quoi le risque si jamais on vient avec un devis à 3 000 €, le client dit ok je te l'achète à 500, si le photographe achète, quel va être le message qui est donné au client? Le photographe perd évidemment toute crédibilité. C'est-à-dire que le client va se dire il a essayé de m'arnaquer finalement. Voilà, en fait il a gonflé son tarif, la prestation qui va finir par accepter de me vendre à 500 €, au départ il me l'a vendu à 3 000 balles, donc ils sont quand même un petit peu foutus de ma gueule. Donc en plus de passer pour un peintre et de ne pas être payé cher, le client n'aura absolument plus aucun respect pour vous. Je ne voudrais pas être aussi pessimiste, mais c'est vrai que bon, c'est pas terrible. Du coup, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de viser juste, et c'est vraiment pas évident, mais d'essayer de viser juste dans votre premier prix. Parce qu'une fois que vous aurez annoncé un prix,
je vous déconseille de descendre de plus de 10-15%. Alors, on allait justement y venir. On présente le prix au client. Globalement, il n'y a pas 26 000 réactions. Ou bien le client dit oui tout de suite. Bon, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. À ce moment-là, ça nous donne quand même l'indication qu'on a bien fait notre travail. On lui a proposé un tarif qui correspondait à ses moyens, qui correspondait à notre qualité, etc. Il dit oui tout de suite. Certains photographes qui sont un petit peu joueurs diront « Ah, c'est qu'on n'a pas proposé un tarif assez cher ». S'il dit oui dès le premier coup, normalement, ça vous donne quand même un peu cette indication-là. Le plus souvent, on a un client qui nous répond pas. On a envoyé un devis par email, parce qu'on a dit le devis, on l'envoyait toujours par courrier. Donc il faut avoir une trace écrite que le client puisse lire à tête reposée, éventuellement faire remonter au chef ou au décisionnaire. Et on n'a pas de retour du client. Alors qu'est-ce qu'on fait? Sans retour du client, Ouais. On reste calme. On reste calme longtemps? On se donne un certain délai? On le relance? On peut relancer une fois, Voilà. pas deux. On ne vire pas dans le harcèlement parce que ça, c'est quand même un petit peu l'indication en disant je suis photographe et j'ai vraiment du mal à vivre. J'ai faim. Voilà, j'ai faim. Mon frigo est vide, j'ai faim. Donc on relance à peu près à quelle durée? On attend, on laisse passer quoi? Une semaine, 2 semaines? Une semaine, 4-5 jours, jusqu'à une semaine, je dirais, ouais. D'accord. Donc on relance. Ok, mettons, en relançant, le client va finir par cette fois-ci trouver le temps de décrocher son téléphone et de te dire ah ouais, mais en fait, on a bien reçu ton devis, mais il est trop cher. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste calme. On reste calme. Well done, John, on reste calme. Ok. Donc on reste calme et on essaie de faire parler le client quand même un petit peu. Mais il faut essayer de comprendre. Alors après, si le client trouve que c'est vraiment trop cher, il ne faut pas céder à la tentation de dire bon ok, je baisse. Il ne faut pas tomber dans la panique. Il faut essayer de comprendre en fait quel est son budget, d'une part. Et puis il faut essayer de, en fait, si on baisse, parce que ça peut arriver qu'on ait quand même envie de baisser, parce qu'on se dit bon, on a vraiment visé trop, on a demandé 3000, mais clairement on avait mal visé, du coup ça peut arriver. Et là, ce que je conseille de faire, c'est de baisser, mais sous condition. C'est-à-dire que vous n'allez pas baisser pour rien. C'est-à-dire que si le client n'a que 2000 comme budget, eh ben, il faut tomber d'accord avec lui sur ok, bon, bah, du coup, peut-être que vous n'avez pas besoin de 10 images, peut-être que 8 ça suffirait, ou je dis 8, j'en sais rien, mais il faut essayer de raconter. Si on baisse, en fait, il faut raconter l'histoire de la baisse. Concrètement, on dégrafe un montant du devis parce qu'on a dégrafé des choses du devis. S'il y avait 10 photos et que finalement il n'y en a plus que 10, il y en a 6, effectivement, ça peut justifier une baisse. C'est si un exemple. Après, ça ne peut dure être, pas 3 ans, voilà. mais qui ne dure que 1 an, à ce moment-là, ça peut justifier une baisse. Donc on a toujours cette possibilité-là de dire au client, ok, mon devis est trop cher vis-à-vis de ton enveloppe. Maintenant, si on enlève quelque chose dans ta demande, une ou plusieurs, ou si on fait des choses qui vont moins loin en termes de durée, en termes de périmètre de session, alors je peux baisser mon tarif. Et vous ne perdez pas en crédibilité parce qu'il y a moins de choses qui sont cédées aux clients. Donc vous gardez cette notion que votre travail a une valeur et que vous respectez en tant que photographe. Mais d'un autre côté, vous faites l'effort de descendre dans l'enveloppe du client, dans son périmètre où lui est susceptible d'accepter. C'est ça, après ça peut être des astuces dans le devis, vous pouvez prévoir du matériel particulier et puis finalement vous n'utiliserez pas le même matériel, ou pareil pour la lumière, ou une question de location de studio. En fait, plus vous aurez détaillé votre devis dans la première étape, plus ça vous donnera des leviers pour baisser, justifier l'histoire de la baisse, expliquer l'histoire de la baisse. Et donc on est tous bien d'accord sur le fait que si le client a une demande qui est vraiment manifestement sans commune mesure entre le tarif que vous avez apporté et le montant qu'il vous donne, on dit simplement non, même si le frigo est vide. On dit non parce que sur le coup, ça vous permettra peut-être de payer quelques pâtes et un peu de jambon, mais en fait, à terme, ça vous grillera, vous, personnellement, vis-à-vis de ce client, qui vous verra comme étant le mec qui a essayé de lui vendre un truc auquel il ne croyait lui-même pas. Et ça, c'est quand même assez dangereux. Voilà. Exactement. Alors, je vais vous proposer un deuxième outil
de l'UPP, ça dure pas longtemps et après on va passer sur les questions-réponses avec le public parce que je pense que vous avez des choses très intéressantes à nous poser en question. Il faut savoir que pour pallier à cette problématique que l'UPP ne pouvait vous proposer que des barèmes, on a mis en place un calculateur de tarifs de prestation qui vous permet d'établir le tarif auquel vous allez facturer par exemple une journée ou un travail particulier à un client en vous permettant simplement de définir votre prix de l'heure, le nombre d'heures que vous allez passer à faire de la direction artistique et de la préparation de votre travail en amont du shooting, le nombre d'heures que vous consacrerez au shooting et le nombre d'heures de post-prod. Ça vous donne un tarif assez honnête et qui vous permet d'être reproductible. Si vous avez 2 clients qui vous demandent des choses qui sont assez similaires et qu'un jour ils comparent leur devis et que vous avez des montants qui sont particulièrement différents, vous allez un peu perdre en crédibilité en tant que photographe. Donc cet outil-là vous permet d'avoir quelque chose de cohérent. Vous déterminez un tarif de l'heure et ensuite ça vous permet d'avoir à la fin de cette page de calculateur de tarifs un montant d'honoraires de réalisation. Et en deuxième page, que je n'ai pas sur le slide, donc il faudra passer sur le stand pour le voir, en deuxième page, ce même calculateur vous permet d'établir une cession de droits qui correspond à la prestation. Donc vous avez des clients qui ne seront pas vraiment capables de vous dire précisément « Ah ben en fait, je veux imprimer 5000 flyers et je veux mettre 3 affiches en publicité sur lieu de vente chez moi ». Il va simplement vous dire « Bah écoutez, je suis le petit boulanger de quartier, j'ai une page Facebook, j'ai envie d'avoir quelques images sur mon site web, quelques images sur ma page Facebook. Après, j'exclus pas de faire quelques affiches, mais on est dans un usage qui est très local. Dans ces cas-là, rien ne vous empêche, vous, de céder des packages de droits. Mais à ce moment-là, vous cédez des packages en les encadrant précisément. C'est-à-dire qu'effectivement, je donne les droits, mais je ne les donne pas à n'importe qui, je les donne juste à l'entreprise qui me passe commande. Je les donne simplement pour une durée. Alors ça peut être 3 jours, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans. Vous pouvez céder des droits sur toute la durée de la propriété intellectuelle. Mais à ce moment-là, faites-moi plaisir, vous les vendez cher. Il s'agit de photos que vous ne pourrez plus revendre à ce client-là, vu que vous avez vendu les droits sur toute la durée de la propriété intellectuelle. Une fois que vous avez établi la durée, vous allez établir le périmètre. Vous allez bien sûr facturer plus de droits si une image est potentiellement utilisée dans toute la France, voire dans toute l'Europe, que si l'image est simplement utilisée à l'échelle du quartier ou de la ville ou de la région. Donc on a cette notion de durée, cette notion de périmètre. Ensuite, on va voir la notion de visibilité au sein du périmètre. On se doutera bien que quand il s'agit de la boulangerie à côté de chez moi, la visibilité dans leur périmètre, elle va être beaucoup plus restreinte que quand il s'agit par exemple de Nike qui fait une campagne pour ses dernières chaussures, ses baskets ou je ne sais quoi, qui va acheter des écrans publicitaires en veux-tu en voilà et qui va disséminer mon image de façon très intense dans toutes ses boutiques, avec beaucoup de boutiques. Donc on a aussi un facteur qui correspond à la visibilité. Et enfin, le dernier facteur dont il faut prendre en compte, c'est la notion d'exclusivité. Est-ce que vous vendez l'image à ce client en permettant à d'autres clients éventuellement de vous l'acheter aussi ? Ou est-ce que le client veut avoir l'exclusivité? Et à ce moment-là, l'exclusivité, ça se paye. C'est exactement comme les salariés. Un salarié à qui vous interdisez d'aller travailler chez un concurrent vous doit une prime particulière qui correspond à cette interdiction. Là, en tant que photographe, vous créez une image, on est d'accord, de prime abord, vous allez éviter de vendre l'image que vous avez fait pour une entreprise A à l'entreprise B qui est son concurrent direct. N'empêche que si l'entreprise A veut vraiment avoir l'exclusivité sur une image, alors elle la paye, c'est normal, il s'agit d'un droit supplémentaire. Donc avec ce calculateur, vous avez à la fois la possibilité de calculer la partie honoraire de prestation et aussi de calculer la partie cession de droit en encadrant la cession de droit. Voilà. Bah écoutez, je sais pas, tu as peut-être un mot de la fin, sinon question-réponse. Mot de la fin, question-réponse. Bon allez, on va dire question-réponse. Le plus dur, c'est la première question. Alors, ah, génial. Bonjour, je repose une question qui correspond à ce que vous venez de dire juste à l'instant concernant l'exclusivité. Dans le cas où on a une commande, je prends un exemple sur un pack shot d'un produit qui est donc qui est spécifique donc au client.
comment on peut l'exclusivité, il n'y a pas vraiment de réalité en fait, du fait qu'on ne pourra pas de toute façon la revendre à qui que ce soit d'autre. Bon, alors moi j'aurais tendance à dire que oui, de prime abord, le shooting que vous avez fait pour, mettons, le petit pot de Nutella, vous n'allez pas vraiment pouvoir le revendre à une autre boîte qu'à Nutella. Ceci étant, il n'est pas dit que la presse n'ait pas besoin d'images d'illustration, de produits de beauté pour illustrer un article sur la beauté bio ou la beauté pour les femmes ou ce genre de choses. Il n'est pas dit que le fabricant de l'emballage en verre dans lequel il y a la crème de jour n'ait pas besoin de visuel. Donc vous ne pouvez pas savoir dans quelle mesure il ne peut pas y avoir des gens pour qui ça correspondrait à un besoin. Et on est bien d'accord que le client est totalement conscient qu'effectivement, quand il s'agit d'un produit de beauté à sa marque, il sera plus compliqué pour vous de le revendre à d'autres. Maintenant, il reste avec l'incertitude juridique. À partir du moment où il ne vous a pas acheté l'exclusivité sur l'image, il sait que vous avez la possibilité de le vendre à d'autres. Le plus souvent, vous avez des marques un petit peu low cost qui vont récupérer des images déjà existantes, par exemple de produits de beauté, qui vont se contenter d'enlever la marque et qui vont s'en servir pour mettre une nouvelle marque, pour lancer une ligne de produits de beauté ou ce genre de choses. Donc c'est pas parce que de prime abord vous n'envisagez pas de les revendre à une... Enfin, vous ne connaissez pas le deuxième client que ce deuxième client ne peut pas exister. Voilà. Alors. Par rapport à l'exclusivité, comment calculer le prix de l'exclusivité, justement? Alors, on n'a pas tous la même méthode de calcul. Quand on en parle... Ah, tu veux peut-être répondre. Quand on en parle entre photographes, on a l'habitude de dire qu'une bonne photo, on la vend 4 ou 5 fois. Donc, j'aurais tendance à vous dire que si vous donnez l'exclusivité à un client, eh ben, ça serait bien de le faire pour les 4 ou 5 fois où vous l'auriez vendu en temps normal. Alors, on ne peut pas arriver à ce point-là en faisant un x5 sur le tarif. Maintenant, dans le calculateur que l'UPP met à disposition, en fait, il s'agit d'un pourcentage. Si le client ne veut pas avoir l'exclusivité, alors on va juste rajouter 20% aux honoraires de prestation. Donc s'il s'agissait d'honoraires à 1 000 €, on va rajouter 200 €. Alors que si le client veut l'exclusivité, on va rajouter 100%. Donc il y avait 1 000 € d'honoraires et on va rajouter 1 000 € de cession de droit. Je pense que c'est une bonne façon de pouvoir établir les choses. Ça ne fait pas un x5 sur la facture, en fait. Ça fait juste un x5 sur une petite partie des droits. D'autres questions? Je crois qu'il y a une... Oui, j'ai une question concernant l'établissement du devis. Imaginons on a une prestation à 2 000 €, 1 200 de coût de prod, 800 de cession de droit. Dans quelle mesure on a intérêt à être stratégique si jamais en fait, on imagine qu'on va retravailler pour ce client et en fait à se dire en fait, je vais plutôt lui facturer, j'en sais rien, 800 ou 600 de coût de prod et 1 200, 1 400 de cession de droit parce que dans un an, il va revenir me voir et comme ça, en fait, j'aurais entre guillemets élevé mes cessions de droit et voilà. Et je peux réparer. Enfin, je pense que c'est plutôt une question pour toi. Oui, c'est une bonne question. Je pense que vraiment, ça dépend de chaque client, de chaque situation. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on comprend que c'est vraiment un one-shot. Et du coup, dans ce cas-là, on a vraiment intérêt à gonfler la partie droit par rapport à la partie honoraire. Et à l'inverse, si on comprend que voilà, c'est potentiellement un job régulier, là, évidemment, il vaut mieux faire l'inverse. C'est clair ? Imaginez que je travaille pour le Figaro un matin, parce qu'ils me demandent pour le cross du Figaro, pour faire des photos dans leur tente partenaire, et qui ne savent pas s'ils vont exploiter des photos. Donc je facture une prestation, mais quid des droits? Et comment savoir s'ils vont exploiter ces photos? Est-ce que je dois espérer la bonne foi du client pour ne pas les exploiter et les facturer des droits plus tard? Alors là, je pense que... mais tu peux compléter si tu veux. Je pense que dans ce cas-là, ce qui est très important, c'est de prévoir en fait les choses. Donc s'il n'est pas prévu qu'il en fasse une utilisation immédiate, je pense que c'est important, vous, d'indiquer dans votre devis une partie honoraire et une partie droit qui ne sera activée que si la photo est exploitée. Mais c'est important
que ça fasse partie du contrat initial en fait. Pardon. Que ça fasse partie du contrat initial, que voilà, parce que vous vous mettez d'accord sur une partie honoraire et sur une partie droit. A priori, cette photo sera exploitée un jour, sinon il n'a pas de raison de payer d'honoraires. Donc il faut vraiment le mentionner au début. J'aurais tendance à avoir un peu le même conseil en disant vous faites une petite session de droit à minima pour ce que vous êtes sûr que le Figaro fera, en disant que par exemple votre prestation est accompagnée du fait qu'il y aura 3 photos qui seront publiées sur je sais pas, leur site interne ou sur l'événementiel, et en réservant bien tous les autres droits. Après, est-ce qu'on fait confiance aux clients? On n'a pas trop le choix. Il y en a qui méritent la confiance, d'autres pas. Vous savez qu'il existe quelques services, notamment il y a Pixtrack qui permet de retrouver ces images publiées en ligne. On est aussi, même si on est parfois concurrents, on est aussi collègues. On regarde les photos qui sortent des uns et des autres. Et parfois, vous avez des collègues qui vont vous dire « Ah tiens, félicitations pour telle publication ». Quelle publication? Bah si, je l'ai vu, c'était pas toi. Donc à ce niveau-là, effectivement, il y a des outils qui sont strictement technologiques. Oh putain, je sais pas ce qu'il fait. D'accord, on va se mettre comme ça. Il y a des outils qui sont strictement technologiques qui vous permettent d'avoir le moyen de retrouver votre image. Mais je pense que la corporation photographe, enfin, vos camarades, peuvent vous aider aussi et c'est important. Voilà. Si je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, je pense que vous avez intérêt à faire confiance. Parce que la suspicion, c'est pas très bon dans une relation avec un client. Donc voilà, la confiance n'empêche pas la prudence. Donc à vous de vous assurer que de votre côté qu'il respecte bien le contrat. Mais je vous conseille pas d'avoir une attitude d'emblée suspicieuse. Oui, je pense qu'on est assez d'accord à ce niveau-là. On commence par donner un certain capital de confiance et on espère que le client ne fera pas n'importe quoi. Après, si effectivement vous êtes confronté au cas d'un client indélicat, malheureusement ça arrive. Et l'avantage, c'est que si vous avez bien fait votre session de droit, vous avez des moyens légaux de vous retourner contre lui. Et en général, quand ça arrive à son service juridique, il y a toujours moyen de négocier pour éviter de passer par la case promotion au tribunal. Et tout le monde y gagne. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en profite pour compléter la réponse de Sandra Edlore. Concernant la question d'une cession de droit, si on ne connaît pas l'usage, j'en profite pour rappeler que pour des gens qui sont en statut d'auteur, qu'il y ait un usage qui soit déterminé dès la commande ou pas, il est impératif que les auteurs aient toujours une partie de cession de droit d'auteur. Sinon, fiscalement, vous serez forcément requalifié, puisque la base du statut d'auteur est qu'il y ait au moins une partie du montant de la rémunération qui soit de la cession de droit. Donc n'oubliez jamais ça, au risque d'être requalifié par les services fiscaux. La deuxième chose, comme on parlait d'une commande du Figaro, j'en profite pour vous rappeler qu'en presse, les commandes en principe sont réglées en salaire, en pige, et que depuis la loi Cressard, ce sont mes collègues photojournalistes du stand qui vous diraient ça. En principe, les commandes par des groupes de presse doivent être dans le cadre d'un contrat salarié et pas dans le cadre d'un travail d'auteur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise des images préexistantes en presse. Voilà, oui, sauf que je crois que dans le cas particulier, il s'agissait d'une course organisée par le Figaro et ce n'est donc pas forcément de la commande presse. Mais on va c'est toujours la question, simplement pour bien comprendre l'usage. Effectivement, c'est un cas particulier, mais il faut quand même toujours bien comprendre quel est l'usage du client. Là, c'est un cas un petit peu hybride. D'autres questions? Pas d'autres questions? Bon, écoutez... Si. En fait, si. Bonjour. En fait, moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'un bon prix pour des images qu'on ne trouve pas dans les banques d'images et qui peuvent servir à une publicité pour un grand annonceur ou à un contenu de marque. Qu'est-ce qu'un prix moyen? Je comprends que la question est large, mais il y a quand même comme une idée. Bon, alors, moi, je ne serais pas capable de vous dire quel est un bon prix si je ne sais pas qui est votre annonceur, quelle est votre image de marque. Mais en fait, je ne veux pas forcément savoir ce que vous faites. J'aurais tendance à dire qu'un bon prix, effectivement, si vous avez des images qui n'existent pas en banque d'images, si vous avez un regard
qui est le vôtre, que vous avez développé une expertise et qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce regard, potentiellement, le bon prix, c'est ce que le client sera prêt à mettre. Quand on parle bassement argent, je dis aux photographes qui débutent qu'il ne faut jamais qu'ils facturent un prix de l'heure en dessous de 60 €. Pourquoi je dis 60 €? Parce que 60 €, c'est ce que vous allez payer le garagiste qui va s'occuper de votre voiture ou le jardinier qui va faire votre jardin à votre place. Vous ne trouvez aucun indépendant qui fait de la prestation en dessous de ce tarif de 60 €. Mais potentiellement, si vous avez un regard, une signature, quelque chose d'unique qui n'appartient qu'à vous et qui est désiré par un client, mais 60 €, ça peut faire 600 €, ça peut faire 6 000 € de l'heure. Votre tarif va vraiment dépendre de ce qu'il représente pour votre client. Donc si pour cet annonceur-là, vous êtes la seule personne à même de lui donner des images, la satisfaction, ce qui va lui permettre d'exister, de se différencier, potentiellement vous vous renseignez en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, en fonction du montant de ses enveloppes quand il s'agit d'appels d'offres ou quand il s'agit de marchés qui sont passés avec des agences de communication. Ça vous donnera une idée de la capacité financière de votre client. Et après, à vous de dire, ok, je fais des photos qui sont exceptionnelles que personne d'autre que moi ne peut faire. Je sais que cette personne-là a les moyens d'acheter jusqu'à tel montant. Et ben, je lui facture, je sais pas, 100%, 50% de ce montant-là. En fait, donc ma question concernait le haut du panel. Donc je parlais des annonceurs qui ont des budgets de centaines de millions d'euros, parce que moi j'ai travaillé dans la communication, donc j'ai vu les budgets de l'autre côté. Et je trouve que les prix, quand on parle de photos, sont absolument infimes par rapport au budget de communication. Et donc Alors en matière d'achat d'espace, une règle entre nous, mais pour ça il faut avoir un client qui soit un petit peu honnête, va être de dire que le budget de droit d'auteur, c'est 10% du montant de l'achat d'espace. Et en fait, ça peut sembler faible comme ça, mais les montants d'achat d'espace étant particulièrement élevés, ça fait tout de suite des montants qui sont très élevés pour les photographes. Maintenant, vous n'avez pas beaucoup d'annonceurs qui accepteront de vous donner réellement le montant de leur achat d'espace. Donc c'est quelque chose qu'il faut envisager. Mais moi, il m'est arrivé sur un projet où les gens sont vraiment venus me chercher et voulaient, moi, ma signature, etc. J'ai effectivement pris le total de l'enveloppe qui leur était allouée et je leur ai demandé 10% du montant. Et c'est passé. Mais j'étais dans un cas qui était particulier et je savais très bien que c'était mes images qu'ils voulaient, c'était ma signature. C'est pas toujours le cas. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Dans le haut du panier, vous avez des gens qui peuvent se permettre des caprices en disant « Écoutez, je suis moi, je suis unique, vous êtes venu me chercher ». En termes de discours commercial, c'est beaucoup plus facile à vendre quand la personne est venue vous chercher que quand c'est vous qui avez tapé à sa porte en disant « Dites, vous ne voudriez pas me faire travailler ?» Enfin, ça, je ne sais pas, tu as peut-être un avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand un client vient nous voir? On l'accueille en disant prévois le chéquier? Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne réponse. Non, et c'est sûr qu'on est en position de force quand c'est le client qui vient nous voir. Après, il n'y a vraiment aucune règle. C'est très compliqué à accepter, mais il n'y a vraiment aucune règle. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de luxe qui sous-payent les photographes, quand bien même l'achat d'espace peut être des montants qui dépassent l'entendement. Et à l'inverse, il y a des petites marques qui payent très correctement les photographes, et puis ça dépend de la cote du photographe en ce moment, particulièrement dans le luxe. Parfois, ça dépend de critères aussi invraisemblables que le nombre de followers sur Instagram. Enfin, je suis désolée, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Écoutez, merci d'avoir passé du temps à nous écouter. Ah, Laure a sa petite allocution de fin. Alors... Non, je pense qu'après tout ce qu'on s'est dit, ce qui est super important, c'est de ne pas forcément appliquer tous nos conseils à la lettre, dans le sens où on peut très facilement passer pour un photographe procédurier. Donc je pense qu'il faut être prudent dans la façon de faire, il faut connaître les règles, mais voilà, je pense qu'il y a une façon
intelligente d'amener les choses. Il y a un juste milieu à trouver entre lâcher complètement sur les droits et s'arc-bouter sur des trucs, des notions d'il y a 15 ans parce que les choses ont évolué. Donc voilà, à la fois c'est important de tenir bon et en même temps il faut vraiment éviter ce côté procédurier en interrogeant le client un peu trop par exemple sur justement le montant de l'achat d'espace ou en qu'est-ce qui peut donner l'impression d'être procédurier. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui effrayent les clients parce que les habitudes ont changé. Donc je vous conseille pas de je vous conseille pas de lâcher et de vous adapter à ces nouvelles habitudes, mais il y a vraiment une attitude entre les deux à trouver. Je ne sais pas si c'est clair, mais... On va parler de notre responsabilité collective à éduquer les gens. Encore aujourd'hui, ça veut dire prendre son bâton de maréchal et très régulièrement devoir réexpliquer à des clients, devoir réexpliquer à des confrères que non, la cession de droit n'est pas automatique, que non, je ne vous vends pas par défaut des images libres de droit. Mais tout ça, en tant que photographe, vous le savez, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Donc, on connaît ses droits, mais ce n'est pas pour autant que le client les connaît aussi. Donc souvent, il faut réexpliquer, il faut parler. Et normalement, quand on se parle, quand on s'écoute, les choses vont quand même mieux. Excusez-moi, c'est trop philosophique pour moi, donc moi je crois que je vais arrêter là. Laure, je te laisse ici. Pour les personnes qui le souhaitent, le stand de l'UPP, il est caché par là-bas. Il y a plein de gens qui peuvent répondre à vos questions. Et voilà, et merci du temps que vous nous avez consacré. J'espère qu'on aura aidé un petit peu les pros ou les pros en devenir à pouvoir établir leurs tarifs. Et pour ceux qui veulent voir comment fonctionnent les calculateurs, je les ai là sur l'ordinateur. Donc si vous avez 2 minutes, on peut s'arranger. Voilà. Merci pour tout. Merci à tous pour votre attention. Ah, et pour ceux qui auraient perdu la main, l'UPP a fait un magnifique communiqué pour expliquer pourquoi on n'était pas très très content du travail qui était proposé par nos camarades par là-bas. Donc vous pouvez le retrouver sur Internet, mais sinon j'en ai encore quelques versions imprimées par ici.